m'appelle Éléonore Simon, je suis photographe basée à Paris. Alors, je viens pas du tout d'une famille qui a spécialement baigné dans l'art, mais j'ai toujours aimé ça. Et j'ai toujours été très introvertie, un peu dans mon monde, à faire mes petites collections, mes objets, mes dessins, etc. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai eu un parrain qui m'a encouragée aussi dans cette voie, lui qui par contre était artiste. Et ça m'a amenée au lycée à poursuivre une filière en histoire de l'art, donc une spécialité déjà histoire de l'art et art plastique dès le lycée. Donc je suis même partie en internat pour aller un peu plus loin et pouvoir suivre ça. J'ai toujours aimé l'art, mais c'est dans cette classe au lycée que j'ai découvert la photo. Et j'aimais beaucoup ça, mais j'étais pas très douée en dessin, j'étais pas très douée en peinture. Mais on m'a mis un appareil photo entre les mains et là il y a eu un truc, ça a cliqué quoi. J'ai trouvé que c'était une façon très naturelle de m'exprimer, de regarder les choses autour de moi, et aussi d'y apporter une touche un peu différente, d'ajouter ma touche personnelle à ce que je voyais. Donc j'ai commencé au lycée avec deux pans assez éloignés de la photographie. J'avais un petit appareil photo numérique, qui était l'appareil de photo de mon cours. Et avec une copine, on a fabriqué un sténopé. Et voilà, j'ai toujours donc adoré la photo. Et puis, j'ai décidé de m'orienter plutôt en histoire de l'art, je pense, parce que j'aimais aussi beaucoup cet aspect, j'aime beaucoup écrire aussi. Et donc, j'ai choisi plutôt cette filière-là. Je pense aussi parce que j'étais jeune et que j'étais peut-être pas prête à m'assumer en tant que quelqu'un qui voulait créer. Donc, ça m'allait aussi de me réfugier un petit peu derrière le travail des autres et d'apprécier l'art de cette façon aussi. Et donc j'ai fait une prépa littéraire avec spécialité histoire de l'art. Et après j'ai continué en études d'histoire de l'art en faisant de la photo à côté. En plus dans mon parcours d'histoire de l'art, on n'a pas étudié la photo vraiment. Ah ouais, vous n'aviez pas étudié les grands courants Non, ça je l'ai vraiment fait par moi-même parce que ça m'intéressait. Mais j'ai plutôt étudié la sculpture, la peinture, enfin beaucoup la peinture. Surtout, je me suis spécialisée peinture 18e, donc autre monde par rapport à la street. Mais ça m'a appris à composer une image, à réfléchir à ce qu'on regarde, à comment raconter une histoire. Et ça, c'est... Quand on démarre la photo avec ce parcours-là, avec des influences, des inspirations, mais aussi des compositions en tête, ça, je pense que ça aide beaucoup. La peinture, ça t'influence beaucoup, toi, dans ta façon de faire des photos ? Je pense que ça m'a beaucoup aidé d'apprendre les compositions classiques. Tu vois, de tracer des lignes sur des reproductions de peinture pour voir comment... les perspectives. Les jeux de regard entre les personnes. Je pense que j'ai commencé la photo, j'avais déjà des notions de composition et je n'avais pas à y réfléchir. Et après, en tant qu'influence, je ne sais pas si j'ai explicitement des influences de peinture. Je pense que j'ai, comme tout le monde, des influences... d'un peu partout, de littérature, de photos, Et après mes études, je suis partie vivre à New York. C'est là où j'ai vraiment reconnecté avec la photographie. Pourquoi t'es partie vivre à New York à ce moment-là ? En fait, j'ai fait une année d'échange pour la dernière année de mon master aux États-Unis, à Philadelphie, qui est d'ailleurs une super ville pour la photo de rue. Et j'étais en programme d'échange et mon université m'a dit « T'as pas vraiment de cours obligatoires. Tant que tu fais un mémoire à la fin de l'année, prends les cours que tu veux. » Et donc j'ai pris un cours de photo. Un cours de photo noir et blanc en laboratoire argentique. Et pour avoir des photos à développer, je me baladais dans Philadelphie et je faisais de la photo de rue. Et après, j'ai fini mes études. Et j'ai toujours eu en tête l'idée de peut-être partir vivre à New York après, puisque j'étais déjà aux États-Unis, etc. Et que ça m'attirait de partir vivre aux États-Unis. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai fini mes études et je suis partie m'installer à New York. Et comme j'avais remis le pied vraiment dans la photo, que j'avais appris à développer et que j'avais trouvé l'expérience en labo tellement belle et puissante, j'avais vraiment envie de retrouver ces moments-là. C'est les journées que tu passes à développer, à être dans ton monde, à écouter ta musique et à se ressortir avec des images. Je trouvais ça complètement magique. Et donc là, je me suis rapprochée d'ICP. Donc j'ai pris des cours de photo, des workshops un peu à droite à gauche. Et puis après, je suis devenue TA, Teaching Assistant. Donc j'ai fait ça pendant quelques années parce que ça te permet de continuer à utiliser les labos. Mais en plus, c'était très cool. Mais donc j'ai commencé à mélanger les produits dans le labo argentique. Et puis après, j'étais assistante dans des cours de photos de rue ou autre. Et voilà, ça m'a permis de continuer à faire de la photo, à avoir accès aussi à un lieu qui est super. Et puis New York, c'est un terrain de jeu, comme tu sais, qui est assez incroyable. Donc j'ai passé 6 ans à New York à faire
de plus en plus de photos. C'était au centre de ta vie la photo pendant ces 6 années-là? Non, c'était pas. J'avais un autre métier. Enfin, j'ai eu d'autres métiers. Les dernières années à New York, je travaillais pour un photographe. Ok. Tu faisais quoi, si tu peux dire J'étais studio manager pour un photographe qui s'appelle J. Henry Fair, qui fait de la photographie abstraite, qui est un activiste des causes environnementales. Il fait aussi des portraits, mais on travaille beaucoup sur ces photos-là, sur les déchets et la pollution industrielle. Et donc j'étais studio manager, alors j'ai beaucoup scanné ces archives, parce qu'il y avait beaucoup d'archives photos, scanner, nettoyer les fichiers, etc. Et ouais, studio manager, c'est très varié comme boulot. Tu aides à planifier des shoots, comme tu aides à organiser des expos, comme tu fais des réseaux sociaux. Ah oui, vraiment très large pour le coup. Ouais. Bah, t'es photographe aussi, donc tu sais que photographe, c'est un métier où t'es en fait chef d'entreprise, communicant, tu fais tes propres réseaux sociaux, t'es comptable, Et tout à la fin, photographe. Et voilà. Et 20% de ton temps, tu fais des photos, mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire. À ce moment-là, je suis passée quand même assez rapidement au numérique, parce que je me suis rendu compte que j'avais quand même un métier à temps plein, quoi. Que le temps que je passais en labo, je pouvais le passer à faire des photos. Donc, tiraillé, mais quand même, je préférais à choisir être plus dans la rue à faire des photos qu'en laboratoire. Donc, je suis passée au numérique à New York. Depuis que je fais de la photo de rue sans forcément savoir que c'est Qu'est-ce qui t'a attiré dans ça? J'aime bien me balader à l'extérieur, regarder ce qui se passe. J'ai une approche de la photo de rue qui est assez, je dirais, qui est peut-être plus introspective. Je vais pas forcément au contact des gens, quoique des fois je vais discuter, je vais faire un portrait. Mais j'aime bien le côté assez méditatif de marcher, de regarder, d'apprendre à regarder les petits détails du quotidien, les lumières, etc. Et la photo de rue, c'est extraordinaire parce que tu as un appareil photo et tu peux jamais t'ennuyer nulle part. Et ça, c'est fou, quoi. Je shoote un petit peu en couleur, mais beaucoup moins. Mais je shoote un petit peu en couleur. Mais je dirais que c'est 90-10%, tu vois. Qu'est-ce qui t'attire dans le noir et blanc autant? Déjà, ça me paraît très naturel. Je pense que j'ai aussi tellement regardé les photographes plus classiques qui photographient en noir et blanc. Cartier-Bresson, il y a Sergio Larin, il y a Kertész, il y a Ray Metzger, Graciela Iturbide. Enfin, c'est des photographes du noir et blanc, quoi. Donc je pense que j'avais cette culture visuelle, donc assez naturellement j'ai commencé par le noir et blanc. Ça convient très bien à mon univers aussi, quoi. En fait, ce que j'aime dans le noir et blanc, c'est le côté atemporel, pas forcément vieillot, tu vois, mais j'aime bien qu'il y ait une ambiguïté dans mes photos. Hors du temps, quoi. Ouais, j'aime bien qu'il y ait une ambiguïté de l'époque, de là où ça a été pris aussi. C'est quelque chose qu'on me dit souvent, mes photos, qu'elles soient à Valparaiso ou ailleurs. Il y en a certaines, elles auraient pu être prises ailleurs. On ne sait pas forcément où on est. Et en fait, j'aime beaucoup ça. Et je trouve que le noir et blanc, ça aide aussi à sortir un peu les images de leur contexte. C'est aussi une façon de travailler qui me permet d'avoir des images plus contrastées, plus mystérieuses peut-être. On peut faire du mystère aussi avec de la couleur, mais en tout cas, c'est ça qui m'attire. C'est aussi tu peux créer un univers qui est vraiment séparé de la réalité. De la réalité, quoi. Et c'est ça aussi que je trouve très beau avec le noir et blanc, c'est que ça, quand t'enlèves tous les éléments de la couleur, tu te concentres sur d'autres choses. Donc c'est pas forcément que tu reviens à quelque chose d'essentiel, comme si la couleur gâchait une image, mais tu te concentres tu regardes ailleurs, quoi. Il n'y a pas de portée documentaire dans ton travail, dans ce que tu fais? Non. Ça t'intéresse pas? J'ai essayé et ça m'intéresse, mais ça m'intéresse moins, en fait. Ça m'intéresse moins, c'est moins naturel. Aussi parce que j'ai toujours eu d'autres métiers qui soient en rapport avec la photographie ou non. La photographie, c'est un champ d'expression personnelle aussi. Donc j'ai besoin d'avoir un espace où je peux aller regarder, réfléchir. Tu disais méditatif tout à l'heure. Ouais, à raconter aussi un peu mon histoire. Et dans le documentaire, il faut savoir aussi se disparaître un peu, ce qui est une bonne chose aussi. Mais donc j'ai fait un peu de sujets documentaires aussi parce qu'il y avait des histoires que j'avais envie de raconter, mais c'est moins
c'est moins naturel. Pendant longtemps, tu vois, j'aimais pas trop parler de mes photos parce que, un peu par timidité aussi, parce que le côté, je veux pas trop révéler, je veux que les gens se fassent leur propre idée, mais en fait, tu peux dire beaucoup de choses sans casser le mystère d'une image aussi. Et c'est vrai que je sais que moi, je suis aussi demandeuse de ce genre d'histoire, d'anecdotes, de qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du photographe. Ou des photographes qui t'ont inspiré? Les photographes qui m'ont inspirée, évidemment, comme beaucoup, je pense le premier, c'est Cartier-Bresson. C'est aussi la première expo photo que j'ai faite. C'est mon parrain qui m'avait emmenée. Il m'avait dit, en gros, tiens, tu t'intéresses à la photo, et ben c'est par là qu'on commence. T'avais quel âge? J'avais peut-être 13 ans. Ouais. Tu te rappelles ce que tu as ressenti à 13 ans quand tu vois des photos de Cartier-Bresson? Je me souviens juste que j'étais super impressionnée et que justement qu'on s'était arrêté, qu'on avait regardé les compositions. Après on était allé à Orsay, pareil, on avait regardé les peintures, comment elles sont faites. Ce que tu ressens en les voyant, ce que l'auteur a voulu faire passer. Mais j'étais aussi un peu fascinée par mon parrain qui parlait très bien d'art. Mais donc j'aime beaucoup Cartier-Bresson toujours. J'aime beaucoup Sergio Larraín aussi. Pas que parce que j'ai vécu au Chili, mais c'est vrai que c'est un travail que j'apprécie de plus en plus avec le temps. Et surtout ces compositions qui sont un peu plus libres, un peu plus décentrées. Pour des photos, tu regardes des photos de Valparaiso des années 60, t'as plein de personnages coupés, de compositions qui sont très près du sol, très près des murs, très près de la matière de la ville. Et ça, je trouve ça super beau, très poétique. Et il a beaucoup d'images qui sont très silencieuses aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que c'est plus mon approche à moi dans la street. Je fais pas trop des scènes de groupe. J'aime pas quand il se passe trop de choses en fait. C'est des situations aussi que je fuis parce que je suis mal à l'aise. J'aime pas trop ces situations de groupe et c'est pas non plus ce que je recherche en photo. Donc trouver aussi des photographes qui photographiaient un peu comme ça m'a beaucoup plu. C'est d'une poésie infinie alors qu'il se passe pas grand-chose finalement, mis à part la photo quoi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te dis, ah ça, là je vois de la poésie là-dedans chez un auteur ou une autrice? Ouais, on dit souvent, si on voulait dire avec des mots, on serait écrivain et pas photographe, quoi. Mais toi, tu fais les deux un petit peu du coup. Je fais un petit peu les deux. Après, j'aime bien écrire, mais j'écris pas de fiction. Mais c'est vrai que j'aime bien écrire et de plus en plus, je me prête à l'exercice. Mais je pense que c'est l'émotion de l'image, de ce que tu vois, de ce que le photographe a voulu transmettre ou de ce qu'il n'a pas voulu se transmettre, mais que toi tu reçois quand même. C'est de l'étonnement, quelque chose que t'aurais toi pas remarqué et te dire tiens, il y a quelqu'un qui a pris un moment pour remarquer ça et en faire quelque chose et le partager. Puis oui, il y a une petite partie d'inexplicable, sinon la magie s'opère plus. Tu parlais d'une photo que tu as prise, tu l'as prise avec des gens et sans les gens. Ouais. Et tu as préféré celle sans les gens. C'est quoi l'émotion que tu as ressentie? C'est l'absence ou c'est autre chose? Tu vois d'autres émotions? Ça dépend vraiment des images. Pour cette photo en particulier, c'est purement photographique. C'est une analyse un peu carrée. Bon, est-ce que les personnes amènent vraiment quelque chose à l'image? Puis finalement, c'est de se rendre compte, le sujet de cette photo, ça n'a jamais été les personnes. C'est le signe bonjour qui m'intéressait. J'ai fait quelque chose avec les reflets. Et après, je me suis dit, oui, quand même, je vais essayer d'y ramener une touche plus humaine et de me rendre compte que, en fait, il faut aussi assumer des fois que le sujet de ta photo, c'est un panneau qui t'a plu, c'est la lumière qui était belle et qu'il n'y a pas forcément besoin de l'alibi d'une personne parce que l'urbain, c'est aussi ça. Des fois, il y a des scènes où il n'y a personne, mais il y a une présence humaine parce qu'elle est suggérée, parce que c'est la ville, tout simplement. Parce que c'est la ville. Voilà. Je fais des retouches, tu vois, assez basiques, contraste, exposition, etc. Je recadre très peu, mais pas parce que c'est mal ou quoi que ce soit, simplement parce que... C'est tes goûts esthétiques, quoi. Non, aussi parce que je photographie lentement, donc je travaille vraiment mon cadrage dans la rue et en général, j'ai pas forcément besoin parce que voilà, j'avais déjà mon cadre. Après, s'il faut recadrer, il
il n'y a pas de souci, tu vois, c'est toutes ces règles qu'on te donne un peu. Quartier bresson aussi, recadré, enfin, faut arrêter aussi un petit peu, quoi. Et pour la retouche, j'ai toujours fait la retouche comme, tu vois, dans une tradition ou éthique documentaire, mais je suis en train de me demander, en fait, est-ce que quand tu as une pratique plus artistique, il y a beaucoup de photographes que j'aime bien, qui retravaillent beaucoup leurs photos derrière, alors après, pas dans une pratique dite de street, mais qui recolorisent, qui vont repeindre dessus, et je trouve ça super beau. Ce qui gêne les gens dans la retouche, c'est le côté caché, tu vois, le côté, voilà. Donc quand tu as une pratique qui est plastique et que ça se voit sur la photo, tout le monde sait ce qui... Enfin, ça me donne des idées. voilà. Donc ouais, pour l'instant, je retouche pas, enfin, j'enlève pas, etc. Peut-être que dans 5 ans, j'aurai changé d'avis. Peut-être que dans 2 mois, j'aurai changé d'avis. En pensant à ça, je me suis dit, tu te souviens de tout le Steve McCurry, etc. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de retourner voir, tu vois, cet article-là. Et moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est que, en fait, je voyais pas l'intérêt d'avoir enlevé des trucs. Et je me suis fait la même réflexion sur mes photos, en me disant, ah bah tiens, ça, je pourrais l'enlever. Mais en fait, ça change rien à la photo. Pour qu'elle soit plus parfaite, mais en fait, ça fait aussi partie un peu du chaos et il n'y a pas de souci, quoi. Du coup, je me suis amusée, tu vois, à aller regarder des photos en me disant, bah si je voulais qu'elles soient pas les miennes, mais tu vois, genre, je suis allée regarder des photos de Matt Stewart, etc., en me disant, bah, ah tiens, ça, il y a un bras qui rentre dans l'image. On me dit toujours qu'il faut pas faire ça. Mais en fait, est-ce qu'il aurait eu intérêt à l'enlever? Non, on s'en fout. Donc voilà, donc pour l'instant, j'en suis à ce stade-là de réflexion qui est que bah, ça apporte rien en fait de faire ce genre de modification. Mais peut-être que dans un projet où, tu vois, si tu satures plus ton rouge, etc., est-ce que c'est autorisé? Enfin, autorisé, tu vois ce que je veux dire? Après, l'échelle est différente pour tout le monde, mais bon, après, je trouve que c'est des questions qui sont intéressantes et j'ai pas l'impression qu'on les a souvent, en fait, ces discussions. Mais bon, voilà. Bah, c'est, tu vois, la même chose pour ne pas recadrer. En fait, ne pas recadrer, je pense que l'intérêt principal de ne pas recadrer, c'est d'apprendre à composer dans la rue pendant que tu fais la photo. Et du coup, c'est un bon apprentissage. Après, si la photo est bonne, c'est pas un petit truc qui va venir la gâcher, quoi. Ça se voit que tu as et tu le disais juste avant, tu as une vraie réflexion sur les séries. Ça a toujours été le cas. Est-ce que tu peux parler un peu de pourquoi tu as cet attrait pour les séries? Alors, ça a pas toujours été le cas. Ça a vraiment commencé avec Valparaiso, où c'est mon premier travail un peu, enfin, au long cours de photos. Alors, je dis photo de rue, mais en fait, bon, j'aime pas forcément toujours le terme, mais... Tu dirais quoi comme terme? Tu mets des photos tout court? Ouais, souvent, juste photographe, ça me va, mais en fait... Photo de rue, c'est bien parce que ça te permet d'expliquer. Enfin, les gens voient tout de suite ce que tu fais. Mais pour moi, c'est plus un peu une recherche une poésie du quotidien qui peut être dans la rue, comme elle peut être chez toi aussi. La séparation entre l'espace public et l'espace intime, je pense que j'ai plus envie de la flouter avec le temps, même si une grande partie de ma pratique, ça reste de me promener avec un appareil photo parce que c'est génial, quoi. Mais donc le travail en série, non, c'est plus avec Valparaiso où j'ai vraiment eu le sentiment de construire un travail. Alors, le mari de ma sœur est chilien. D'accord. Donc eux sont partis s'installer au Chili en 2016. Et moi, j'habitais à New York à l'époque. Mais j'avais envie de changement, ça faisait 6 ans que j'étais à New York. Et j'ai jamais vécu aussi longtemps quelque part. Toute ma vie, on a déménagé tous les 4-5 ans. Et donc au bout de 6 ans, même si New York, c'est une ville super, j'avais un peu envie d'autre chose. J'avais envie d'autre chose professionnellement. Enfin, j'avais envie de changement, mais je savais pas trop quoi. Et donc ma sœur m'a dit, bah écoute, viens nous rendre visite, viens quelque temps, et puis tu verras après. Ça va t'ouvrir les yeux, tu verras après ce que tu veux faire. Et donc je suis partie à Valparaiso rendre visite à ma sœur et à mon beau-frère et mon neveu. Et d'une visite qui devait durer quelques semaines, je suis restée 5 ans. Je suis vraiment tombée amoureuse de la ville et j'ai senti qu'il y avait quelque chose à y faire et j'ai eu envie
j'ai envie d'y passer un petit bout de temps, quoi. J'étais un peu perdue dans ma vie aussi, quoi, faut être honnête. Je savais pas trop... Je savais que je voulais plus être à New York, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. T'avais quel âge à ce moment-là? Bah écoute, c'était... J'avais quoi? J'avais 28. Et donc non, j'avais pas de plan en particulier. Je faisais confiance à ma bonne étoile et je me disais que j'allais retomber sur mes pattes et que les portes allaient s'ouvrir, il y a un truc qui allait se dessiner. Effectivement, c'est ce qui s'est produit, mais j'ai pas trop de soucis à tout changer, à refaire, à partir à l'autre bout du monde, à refaire ma vie. Bon, après, j'étais pas non plus perdue, mais j'ai quand même débarqué au Chili sans parler un mot d'espagnol, sans avoir de visa, sans avoir de plan. Ça a été très chouette, mais un peu laborieux aussi parfois. Et l'autre aspect, c'est que moi, je voulais faire des photos de Valparaiso. Enfin, c'est une ville, elle est incroyable. C'est des petits dédales de rue, des escaliers qui n'ont ni queue ni tête. Enfin, c'est un labyrinthe, c'est super beau, c'est très étonnant comme ville. Mais on m'a tout de suite dit que Valparaiso, c'était dangereux, qu'on pouvait pas trop faire des photos, que j'allais avoir des problèmes, etc. Donc, bon, je savais pas trop comment aborder la ville, d'autant que je parlais pas espagnol, que c'était pas ma culture. Enfin, je savais pas à quel point les gens étaient prévenants ou à quel point vraiment c'était dangereux, etc. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fixeur, ce qui est pas très habituel pour la photo de rue, c'est vraiment une pratique photojournaliste documentaire, quoi. Moi, je débarquais un peu comme touriste, quoi. Donc j'ai demandé à ma sœur si elle avait des idées d'eux. Et il y a un mec qu'on a rencontré au Chili qui a écrit un livre sur l'expatriation au Chili. Donc on est passé par lui pour avoir une recommandation de quelqu'un. Et donc c'était Sébastien qui donnait des cours de langue en fait, mais qui parlait anglais. Donc pour moi ça m'arrangeait et qui avait une voiture et qui était dispo. Donc c'était lui mon fixeur, il était trop sympa. Et donc Valparaiso c'est 42 collines. Et moi on m'avait dit sur ces 42 collines, il y en a 2 qui sont dans lesquelles tu peux aller faire des photos. Le reste c'est no-go zone. Donc j'étais quand même... Qu'est-ce qu'il y a dans ces autres collines, quoi, à quoi ça ressemble, etc. Et donc avec lui, on est allé, tu vois, un peu de colline en colline, explorer, etc. Jusqu'à temps que je parle espagnol, que je rencontre des gens, que je connaisse mieux la ville, que j'apprenne à être plus à l'aise aussi, parce que c'est ça aussi, c'est ce que tu dégages, ce que tu oses faire ou pas faire. J'ai jamais eu de problème. À Valparaiso, j'ai fait des photos pendant 5 ans, j'ai jamais eu de soucis. Et au bout d'un moment, tu te déplaçais toute seule sans souci Ah oui, non, mais je me déplaçais, bien sûr, je me déplaçais toute seule. J'ai aussi, je suis allée vivre dans un autre quartier qui était, je sais pas, peut-être plus calme, très central, mais un peu plus, ouais, un peu plus, moins, pas touristique. Et j'ai fait beaucoup de photos. Autour de là où j'habitais, et j'ai fait beaucoup de photos pendant le Covid. Au départ, on ne pouvait pas du tout sortir, donc c'était vraiment confinement strict. Et on s'y tenait, quoi. En tout cas, moi, je m'y suis tenue. Et puis, au fur et à mesure, je crois qu'on a eu le droit à faire des balades, je ne sais plus si c'était une demi-heure ou 1 heure dans un rayon de X, ou si je les faisais un petit peu. Je sortais un petit peu tous les jours, au bout d'un moment. Quand tu es arrivé, tu t'es tout de suite dit que tu allais avoir un projet avec cette ville. Tu as réfléchi déjà au long cours, tu t'es dit là je pars sur quelque chose. Je me suis dit j'ai envie de photographier cette ville et j'ai pas envie de venir 1 fois par an comme touriste. Moi je pense, je trouve qu'on photographie mieux là où on vit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent photographier ailleurs parce que ils ont déjà le temps. Si tu photographies en voyage, c'est pas pareil que si tu photographies chez toi. T'as une nouvelle curiosité, etc. Moi, je crois beaucoup à faire de la photo là où tu vis. T'as ton appareil photo avec toi, tu fais une photo en allant acheter ton pain. C'est la photo de rue, la photo du quotidien. Elle vient se loger un peu dans les interstices. Et j'ai énormément de photos qui viennent de moments comme ça, en fait. Si tu n'habites pas dans la ville, tu photographies pas. Mais j'avais aussi l'excitation de découvrir un pays. Donc j'ai eu le droit aux 2, tu vois. C'est vraiment le meilleur des 2 mondes. J'ai appris l'espagnol, ouais. T'as vu un changement quand t'as commencé à être un peu acceptée par les gens? Ouais, parce que j'ai fait tout un projet sur des femmes chauffeurs de bus.
Tu sais, quand on parlait de photographie documentaire, ça c'est vraiment le projet un peu plus documentaire que j'ai fait. Mais je suis tombée un peu dessus par hasard. Il y a une ligne de bus à Valparaiso qui s'appelle la O. Et en fait, elle passe par toutes les collines et elle est incroyable. Puis les bus, c'est un univers assez fantastique. C'est des petits bus qui roulent à toute allure, qui se font la course les uns les autres. Enfin, c'est tout un monde. Souvent, ils sont décorés par le chauffeur. Il y a vraiment... J'étais très attirée par les bus à Valparaiso. Et c'est aussi une façon très sympa d'explorer une ville. Quand tu sais pas trop, tu montes dans un bus ou tu montes dans un bus au pif et tu vois un peu ce qu'il y a. Et donc j'avais envie de faire quelque chose avec les bus. Et donc en discutant, en rencontrant un peu des gens, etc., il y a quelqu'un qui me dit « Ah, mais j'ai vu une femme chauffeur de bus, mais il n'y en a pas beaucoup, etc. » Et je me suis dit « Ah tiens, c'est vrai que j'ai pas vu de femme chauffeur de bus. » Et ça m'intéressait vraiment de rencontrer une femme qui faisait ce métier. C'était assez atypique. Et c'était aussi une période où moi je me posais beaucoup de questions sur le fait d'être une femme dans un milieu qui était plutôt masculin. Et donc j'étais vraiment en recherche aussi d'exemples de femmes qui faisaient des métiers entre guillemets masculins. Et donc alors à cette époque-là, je parle toujours pas espagnol. Donc je demande à ma sœur de m'aider à retrouver cette femme. Donc je pars avec ma sœur à l'aventure, elle a le bébé en porte-bébé, on va se balader à Valparaiso, on va parler à des gens, vous n'avez pas vu une femme chauffeur de bus, etc. Et il y a un métier autour des bus, un métier informel, c'est le sapo. En fait, comme les bus, ils se font un peu la course entre eux, parce que c'est un système qui est plus ou moins privé, donc les chauffeurs gagnent plus d'argent si... Ah oui, c'est un vrai truc. Ouais. Ah oui, c'est... Donc ils se font la course, enfin il y a tout un tas de trucs. S'il n'y a pas assez de personnes à un arrêt de bus, ils vont peut-être pas s'arrêter. Des fois, ils ralentissent pour te faire descendre, ils s'arrêtent pas vraiment. Enfin bon, il y a tout un truc. Ah, oui. Et donc à certains arrêts de bus, il y a des gens qui font... Donc c'est un petit métier, un petit boulot évidemment super précaire. Et eux, ils notent les heures des chauffeurs des autres bus, comme ça ils peuvent dire aux bus qui arrivent comment adapter leur vitesse. Donc on est allé parler à un de ces mecs en lui demandant en lui disant qu'on avait entendu parler d'une femme chauffeur de bus à Valparaiso, s'il voyait pas qui c'était quoi. Et donc il nous dit ah mais si, elle conduit telle ligne de bus. Et donc avec ma sœur on prend la ligne de bus jusqu'à la fin pour aller là où il y a tu vois où ils ont la petite cafétéria, le machin et truc, et on est allé se renseigner et on a trouvé la première chauffeur de bus qui s'appelle Danae. Et donc on l'a appelée, elle a accepté de me rencontrer, etc. Donc j'ai commencé à faire des photos d'elle. Et puis au fur et à mesure, elle me dit ah mais moi j'ai déjà vu dans une autre ligne passer une autre chauffeur, etc. Et donc c'est elle qui m'a aidée à aller rencontrer une autre, etc. Ok. Et donc il y en avait un petit peu, il n'y en avait pas qu'une quoi. Moi j'en ai rencontré 7. Okay. Donc il y en a quelques-unes, tu vois. Et ce qui était super avec ce projet, c'est que ces femmes-là, elles ne se connaissaient pas entre elles. Alors il y en a 2 qui travaillent au même endroit, donc elles se connaissaient. Mais sinon, elles ne se connaissaient pas forcément. Et ça a permis de faire qu'elles se connaissent. On a un groupe WhatsApp, tu vois. T'as écrit un petit peu sur ce projet ? Ouais, j'ai écrit un peu sur ce projet aussi, ouais. Ça t'a donné envie pour raconter plus que à travers les images. Ouais. C'est le premier projet où il y avait vraiment une histoire. Donc j'ai écrit sur ce projet, je l'ai publié dans une revue au Chili. Et c'était une super expérience parce que c'est des femmes que je trouve vraiment super, qui ont beaucoup compté pour moi au Chili, qui m'ont... C'est un truc qui t'a beaucoup frustré de ne pas avoir beaucoup de modèles de photographes femmes Ouais, ça m'a... je suis partie vivre au Chili fin 2016, donc c'était aussi vraiment le moment de MeToo, etc. Et oui, c'était vraiment un moment où je me suis dit, en fait, j'ai besoin de modèles féminins dans ma vie, que ce soit des femmes photographes ou du coup à travers aussi ces femmes ou autres. Mais j'ai commencé vraiment activement à aller chercher des femmes photographes en me disant, mais en fait, j'en connais pas instinctivement, naturellement, tant que ça. Après, comme je suis un peu geek, j'aime bien les tableaux Excel, etc. Je me suis amusée à aller faire des stats sur mon compte Instagram
pour aller regarder en fait qui je suis. Alors que je suis une femme, je m'intéresse à ces questions, etc. Et pour me rendre compte que je suivais pas de photographes femmes, enfin peu, et vraiment en proportion pas beaucoup. C'est quoi, tu te rappelles des proportions, hein? Je pourrais te les retrouver, mais c'était peut-être 20%, tu vois. Et je me suis dit, tu sais Ça quoi? doit être déjà plus que pour la plupart des gens. Ouais, je pense. peut-être. Mais donc voilà, donc j'avais fait ce petit boulot un peu anecdotique, mais j'étais curieuse, tu vois, de me dire, en fait, l'éducation à l'image qu'on reçoit, naturellement, elle nous amène à quoi? Ok, elle nous amène à ça. Et donc j'ai vraiment été proactive. Et ça a commencé par mon compte Instagram en me disant je vais aller chercher sur Instagram des femmes photographes et voir qui m'intéressent pour, tu vois, mélanger les ratios en me posant un peu la question de en fait, quel impact ça a sur moi et en me rendant compte que ça avait un impact négatif de pas du tout trouver de modèle, d'avoir l'impression qu'il n'y avait pas de femmes dans ce métier, ce qui n'est pas tout à fait vrai, même s'il y a une disproportion. Mais en tout cas, moi, je ne les voyais pas. Et donc, j'ai commencé à m'impliquer aussi dans des groupes de femmes photographes. D'abord, je me suis rapprochée de Women in Street, dont j'ai été assez impliquée dans ce groupe pendant peut-être 2 ans. D'abord avec des curations Instagram et puis après plus un côté plus un peu de gestion du groupe. Je les ai représentés aussi dans des festivals, etc. Mais en fait, ça m'a le fait de me rapprocher d'autres femmes photographes, ça m'a aidée énormément en termes de solidarité féminine, de la représentation que j'avais de moi en tant que photographe. Et finalement, ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que ça m'a donné un peu de confiance, un peu peut-être en plus de courage. Et donc, j'ai continué aussi. J'ai fait partie d'un collectif chilien de femmes photographes. Dans la question de la street aussi, c'est comment est-ce qu'on occupe un espace public? Est-ce qu'on l'occupe? Est-ce qu'on l'occupe pas? Est-ce qu'on se sent à l'aise de l'occuper? Comment? Pourquoi? Et c'est des problématiques qui sont hyper intéressantes aussi, de se dire est-ce que nous, en tant que femmes, on peut aller partout? Est-ce qu'on peut photographier de la même façon? Donc c'est des choses qui m'ont beaucoup intéressée et j'ai continué. Ça m'a fait du bien, quoi. Et c'est là aussi où on voit l'importance de ce genre de groupe. Enfin, moi, je l'ai vécu très personnellement. Tu peux en parler un peu si tu as réfléchi au fait d'occuper un espace, la rue, qui est majoritairement hostile aux femmes? C'est difficile de voir à quel point ça affecte ou n'affecte pas ma pratique. Parce que ta pratique, elle se construit au fur et à mesure. Donc, est-ce qu'elle se construit dans le négatif ou tu vois moi, je me sens à l'aise quand je fais des photos dans la rue. Je me suis jamais sentie en insécurité. Après, je fais aussi... peut-être que je choisis les endroits où je vais, les heures de la journée, etc. Est-ce que je me sentirais à l'aise à faire des photos toute seule la nuit? Pas forcément. Mais est-ce que toi, tu fais ça aussi? Je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression de pas avoir le droit d'occuper l'espace public, en tout cas. De ne pas avoir le droit d'y faire des photos. Je me sens à l'aise dans ma pratique de photographe. Qu'est-ce que tu dirais à des femmes qui veulent être photographes, mais à qui ça peut faire peur justement de passer beaucoup de temps dans la rue et carrément d'aller à la rencontre des gens? Parce que dans la street, tu as quand même cette part de confrontation parfois ou de défiance chez les gens qu'on prend en photo. Ouais. Quoi. Alors, c'est pas... Déjà, on peut faire de la street sans confrontation. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de façons de photographier différentes. Et moi, la façon dont je photographie, j'ai rarement des problèmes, des gens qui viennent me dire qu'est-ce que tu fais, etc. Parce que je photographie pas trop, tu vois, à la dérobée. Je me fais pas engueuler, quoi, pour le dire autrement. Soit j'ai repéré quelque chose et je suis plantée là avec mon appareil photo, les gens passent, ils m'ont vu, donc s'ils veulent pas, ils passent derrière moi et puis il y a un espèce d'accord tacite. Voilà, ou alors je photographie beaucoup à travers quelque chose, des reflets. Enfin, c'est aussi des pratiques où tu te confrontes moins aux gens. Et si j'ai envie d'aller photographier les gens près, en fait, maintenant, je le demande parce que moi, je suis pas à l'aise, en fait, de me rapprocher très près de quelqu'un et de faire une photo et de me barrer derrière. Même si après, voilà, il y a des gens qui le font avec bienveillance et qui après discutent avec les gens, il n'y a pas de souci. Mais moi, je préfère demander parce que c'est ma pratique. Donc,
quand j'ai envie de faire quelque chose de vraiment plus rapproché, un portrait, je demande aux gens. En général, on me dit oui. Si on me dit non, j'ai demandé pour qu'on puisse me dire non, donc il n'y a pas de souci, quoi. Et sinon, il y a aussi des situations dans lesquelles tu demandes un accord. Par exemple, j'ai beaucoup photographié au marché aux poissons à Valparaiso. Donc là, tu demandes aux gens si tu peux les prendre en photo. Puis après, les gens, ils continuent à bosser, à faire leur truc. Donc t'as l'accord et en même temps, tu as la spontanéité du moment et puis tu peux traîner un moment. Mais pour répondre à ta question, comment faire pour passer un peu la peur d'aller dans la rue, de faire des photos, déjà ces groupes en ligne, il y en a beaucoup, ils existent, ils font des concours, Spot aussi. Et c'est une super façon d'aller faire de la photo, c'est de trouver une communauté et de partir de là. Après, on n'est pas obligé de photographier en meute, mais d'être à 2 ou d'être à 3 ou même d'être tout seul, mais d'envoyer tes photos à quelqu'un. Tiens, j'ai fait ça aujourd'hui, c'est quand même hyper encourageant, hyper stimulant. Puis de demander aux gens, même si après la pratique s'oriente différemment ou tu cherches, tu préfères ne pas demander, chercher la spontanéité, je sais pas. Mais en fait, l'exercice d'aller parler aux gens, de leur demander l'autorisation et de te prendre des vents, ça aide à passer le cap aussi. Et puis la dernière chose, c'est qu'on peut faire plein de choses dans l'espace public sans confrontation. Que ce soit des photos où il n'y a pas de gens, déjà c'est possible, on peut faire plein de trucs très intéressants. Et puis il y a d'autres pratiques qui font que c'est possible sans l'appréhension, sans la confrontation, sans être obligé d'aller près des gens. Moi, j'y crois pas trop. Si ta photographie est pas assez bonne, c'est que t'es pas assez près. Ouais. Non, c'est pas quelque chose qui me parle. Je pense que faut faire ce qu'on est. Faut photographier comme on est. Faut juste y aller à 100%, mais faut rester aussi dans sa personnalité, dans ce qu'on a envie de faire, dans ce qu'on a envie d'exprimer. Et si c'est de pas photographier les gens, c'est pas grave en fait. Il y a plein de gens qui le font très bien. Les trucs qu'on t'apprend quand tu commences la street, que ça se fait au 35, au 27, qu'il faut pas recadrer, etc. C'est des choses dont je me détache de plus en plus. Il y a eu beaucoup aussi de discussions dans pas mal de groupes sur qu'est-ce que la street, la vraie street, la pas vraie street. On s'en fout un peu en fait. On est photographe, on a envie d'exprimer quelque chose et on trouve la manière appropriée de le faire. Une des photos que j'aime beaucoup, que j'ai prise à Valparaiso, je dis souvent que c'est une photo de rien parce que c'est une photo... je sais pas si tu la vois, c'est une photo où il y a un poteau au milieu et il y a quelqu'un qui passe derrière. Donc c'est vraiment une photo où il se passe rien, quoi. C'est le mur d'un mall, d'un centre commercial, c'est en face du terminal de bus. En noir et blanc ou en couleur ? En noir et blanc. Ok. Et donc c'est un endroit de la ville qui est complètement inintéressant. Et donc le sujet de la photo, c'est plus ou moins un poteau, puisque c'est ce que j'ai décidé de placer au centre. Mais parce que la lumière est belle, parce que l'instant est bien choisi, parce que la personne a une veste comme ci, comme ça, ça fait une image à partir de vraiment rien. T'attends beaucoup, toi, pour composer tes photos ? Tu restes au même endroit ? Ouais, je reste au même endroit. Justement, celle avec le poteau, je suis passée pendant des mois à cet endroit-là, parce que je sentais qu'il y avait une photo, mais je la trouvais pas. Et voilà, j'aimais bien les lumières, etc. Donc ça, c'est un endroit où je suis retournée de nombreuses fois. Et sinon, oui, je peux attendre une photo une demi-heure, peut-être pas 1 heure, mais... Attends, tu sentais qu'il y avait une photo avec ce poteau-là ? Ouais. Juste ce poteau. Donc, entre le poteau, la bouche incendie et la lumière qui était très forte, tu vois, je voyais les ombres, je me disais, il va se passer un truc. Et donc j'ai plein de versions, mais c'est celle-là qui marche, quoi. Okay. Mais ouais, je sentais qu'il y avait un truc. Est-ce que tu peux nous parler, on les incrustera à l'écran, mais de 3 photos, autant que tu veux, mais de 3 que tu as aimées et pourquoi tu les as aimées, et tes préférées dans tout ce que tu as fait. Alors, il y a une photo que j'aime beaucoup qui est une photo très abstraite, on dirait un espèce de labyrinthe qui est à Valparaiso, une photo prise du dessus. Cette image, je l'aime beaucoup pour pas mal de raisons. L'une, c'est que je trouve qu'elle représente très bien Valparaiso. Tu vois, le côté un peu labyrinthique de la ville, un peu sans dessus-dessous, tu sais pas trop dans quel sens il faut la regarder. Je trouve qu'elle est emblématique de Valparaiso, donc voilà, pour ça je l'aime beaucoup.
Puis après, pour des raisons aussi esthétiques, le fait qu'elle soit un peu ambiguë, un peu difficile à lire et en même temps structurée, qu'elle soit équilibrée, mais qu'elle crée de la confusion, je trouve ça intéressant. Évidemment, j'y pense pas en faisant la photo, mais après, je regarde et je vois qu'il y a un peu de, je sais pas si on peut dire de l'intertexte du coup parce que c'est de la photographie, mais il y a des références qui me viennent à l'esprit. Il y a des gravures d'Escher, il y a les toits de Paris, tu vois, toutes ces choses-là qui font que enfin voilà, j'ai beaucoup aimé cette photo. Et en plus, il y a personne, mais bon, c'est une photo qui marche. Elle m'a un peu coincée cette photo parce qu'une fois que je l'ai prise à Valparaiso, je cherchais plus que des photos comme ça. Qui d'une part sont difficiles à trouver, mais aussi qui vont vraiment dans ce côté de confusion, d'ordre et de désordre, et au point où peut-être je passais à côté d'autres choses, de choses un peu plus douces, un peu plus lisibles, parce que je voulais vraiment partir dans cette chose un peu abstraite et un peu difficile d'entrer aussi, tu vois, même si c'est une image qui est séduisante, mais tu comprends pas trop ce que c'est aussi. Et j'ai souvenir que dans le premier edit que j'ai fait, la première sélection que j'ai faite d'images de Valparaiso, il n'y avait pas une seule fois la mer. Alors que Valparaiso, c'est quand même un port, donc c'était... Voilà. Mais j'avais que des perspectives bouchées, des trucs comme ça un peu assez denses. Et puis avec le temps, je suis venue y remettre d'autres choses, mais voilà, pendant un moment, je cherchais vraiment que des photos. Tu regardes comme beaucoup ça. tes propres images? Ouais, je les regarde. Bon, je regarde pas beaucoup, je fais le tri très vite par contre. Je suis très exigeante, donc j'ai en général pas de mal à éliminer des photos. Et après, par contre, j'ai un travail où je viens en remettre. Moi, c'est plutôt ça en fait. Ouais, je viens compléter. J'ai tendance à avoir des edits qui sont très serrés et des fois j'ai du mal à venir rajouter des choses que je considère moins... Voilà, où je considère les images moins fortes, etc. Et le fait d'avoir travaillé aussi avec Epic pendant 2 ans et demi, où j'ai fait aussi ce travail d'édition de séquençage avec les photographes pour les portfolios, bah, ça m'a aussi aidé à changer un peu cette perspective, à voir que raconter une histoire, ça demande aussi c'est pas tes 10 meilleures photos aussi. Faut parfois des moments qui sont plus doux, des choses qui sont plus subtiles, des choses qui viennent créer des transitions, des pauses. Et donc maintenant, j'ai plus ce réflexe-là. C'est aussi ce dont on parlait, la photo bonjour, c'est ça, tu vois. Est-ce que c'est la meilleure photo que j'ai prise? Non, mais voilà, dans un ouvrage, dans un portfolio, elle fait sens parce qu'elle a... celle-ci en particulier, elle ouvre, mais voilà, il y a des images comme ça qu'il faut aussi aller chercher parce qu'elles sont importantes pour l'histoire, pour le rythme, pour la fluidité. Donc, même si Valparaiso, je reste sur cette intention-là, qui est de vraiment chercher l'ordre dans le désordre, ce côté assez... c'est assez fourmillant quand même comme ville, c'est le bordel quoi. Donc, et moi je suis allée chercher beaucoup de géométrie, ce qui est peut-être un peu contre-intuitif, mais voilà, ça reste aussi l'intention aussi du projet. Mais voilà. T'as pas eu envie de shooter en couleur justement dans une ville comme ça? En fait c'est tout en RAW, donc toutes ces photos elles existent en couleur. Et c'est une question qu'on me pose beaucoup en général parce que je photographie en noir et blanc, et en particulier pour Valparaiso, parce que c'est quand même une ville, je sais pas si tu te représentes Valparaiso. En fait c'est très coloré. Mais c'est hyper coloré, c'est le joyau du Pacifique, c'est la ville aux 1000 couleurs et moi je la photographie en 2 couleurs. Donc, mais ça m'est venu naturellement. Voilà, s'il y avait une ville à photographier en couleur, c'était peut-être celle-ci. Donc je me dis que si je l'ai pas fait, c'est que voilà, le noir et blanc, ça me parle plus pour une raison ou pour une autre. J'ai pas eu envie de me dire il faut absolument que je la photographie en couleur. J'ai eu envie de la photographier comme j'avais envie de la photographier. Et voilà, j'ai quelques images en couleur que j'apprécie, mais c'est moins ma patte, quoi. Alors c'est une photo que j'ai prise au cimetière de Valparaiso. Un des 3 cimetières de Valparaiso, mais c'est un des endroits que je préfère dans la ville. Alors que bon, j'aime pas particulièrement les cimetières, j'ai jamais eu envie de faire des photos dans les cimetières, mais c'est un endroit assez étonnant, assez unique. Et du coup, dans mon parcours un peu habituel de street, j'y allais souvent. Et là, c'était un week-end et il y avait beaucoup de familles qui étaient venues pique-niquer, passer un moment sur la tombe de leurs proches.
Et c'était pas du tout triste, tu vois, c'était vraiment un rapport assez joyeux aux gens qui sont plus là. Donc j'avais trouvé ça assez beau. Et puis j'ai vu ce couple-là qui s'enlaçait, donc je me suis approchée, je leur ai demandé si je pouvais les photographier. Ouais, je leur ai demandé. Entre le fait que c'est un couple qui s'enlace et que c'est dans un cimetière, je me serais jamais sentie à l'aise de faire cette photo sans demander la permission aux personnes. Voilà, l'histoire est assez simple, mais je me suis approchée, j'aurais dit que... Je sais plus exactement ce que j'aurais dit, mais que voilà, je trouvais que c'était un beau couple, que c'était beau la façon dont ils s'enlaçaient, et si je pouvais faire quelques photos. Donc j'ai dû en faire 3. Et voilà, quand on demande la permission, en général, la première photo, les gens sont hyper gênés. Donc, et puis après, je leur dis non, mais comme vous étiez, faites comme si j'étais pas là. Et puis le moment a pas disparu en fait. On peut refaire la photo en demandant aux gens aussi, quoi. Donc c'est une photo que j'ai prise au musée Rodin. Et j'avais souvenir, ça faisait des années que j'étais pas allée au musée Rodin, mais j'avais souvenir que j'aimais beaucoup ce musée, que j'aimais beaucoup le jardin. Quand j'habitais encore en France, que j'allais faire des visites à Paris, j'aimais bien y aller. Et voilà, c'est une journée où j'étais vraiment partie pour faire de la photo toute la journée. Et je me suis dit, je vais essayer de passer au musée voir ce que j'y trouve. Et c'est une photo qui c'est vraiment, tu sais, quand on fait de la photo de rue ou de la photo, un peu comme ça du quotidien, on repère un peu les choses au fur et à mesure. Et donc ça, c'est vraiment une photo qui s'est construite de pièce en pièce, un peu comme ça. Donc je suis rentrée dans la première pièce des sculptures et j'ai vu tout de suite que les sculptures qui étaient sous verre, avec le verre, je pouvais faire des reflets, donc j'ai commencé à essayer de faire des choses. Bon. Puis dans la deuxième pièce, il y a plein de groupes, il y a des familles, etc. Et en fait, on n'est que 2 femmes à être seules. Il y a moi et donc la personne qui finalement sera sur cette photo, qui se promène toute seule et elle a une façon de marcher qui est très, très élégante. Je sais pas. Donc j'ai déjà repéré qu'elle était là. Puis je continue d'avancer un peu dans le musée. Et là, on arrive dans la pièce où il y a le baiser de Rodin. Mais ce que je vois en premier avant le baiser de Rodin, c'est la lumière qui vient de la fenêtre, qui est incroyable et qui crée tous ces motifs sur le parquet. C'est des vieilles fenêtres, donc c'est hyper beau, donc je photographie un peu ça. Puis après, je m'approche du baiser de Rodin. Et dans le plâtre qui est sous verre, je vois qu'il y a le reflet de la sculpture en marbre. Et donc je me dis, super, je peux faire quelque chose avec ces deux sculptures. Et au milieu, il y a la lumière de la fenêtre. Et à ce moment-là, il y a cette jeune femme qui vient se mettre pile au milieu et qui fait un petit mouvement, un petit déhanché, un petit contrapposto, comme on dirait en histoire de l'art. Mais donc juste à ce moment-là, elle fait un tout petit mouvement qui vient rajouter un petit quelque chose, une petite élégance à la photo. Et donc cette photo, j'avais repéré tous les éléments au fur et à mesure. Et d'un coup, tout s'est mis en place, un peu tout seul. Et c'est une photo qui est floue un peu par accident, parce qu'en fait, moi, la façon dont je travaille, c'est d'abord je cadre et ensuite, là, je travaillais avec un appareil entièrement manuel, donc j'avais pas encore eu le temps de mettre ma mise au point. Et en fait, j'ai adoré le résultat. Et j'ai eu l'occasion de continuer à travailler un peu cette scène. Même cette jeune femme, elle s'est beaucoup baladée autour des sculptures, donc je l'ai refotographiée. Et finalement, c'est cette première image que je préfère pour l'élégance de son geste, d'une part, et aussi parce que finalement, la mise au point, accidentellement, elle était assez parfaite, parce qu'elle permet de ne pas mettre de hiérarchie entre la sculpture du baiser, qui est le plâtre, et la sculpture définitive, et avec ce personnage. Donc en fait, il n'y a plus de hiérarchie entre ce qui relève du réel, de la fiction, de l'esquisse, de l'œuvre finale, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai fait cette série sur 2 semaines avec un équipement qui était nouveau, qui était manuel,
Et j'ai travaillé beaucoup au 50 mm. C'est pareil, j'avais pas l'habitude. Et c'est beaucoup moins flexible que le 27 en termes de mise au point. Donc j'ai eu des vrais ratés parce que simplement j'étais pas assez rapide ou j'avais mal évalué ma distance. Mais je me suis rendu compte que mes photos floues, je les aimais beaucoup. Et donc c'est vrai que je suis allée assez intentionnellement rechercher ce flou. Et parfois, intentionnellement, il fonctionne très bien aussi. Là, c'était un peu la magie du fait que d'un coup, tout s'alignait. Et que j'ai pas... Voilà, après, en maîtrisant un peu plus, c'était beaucoup moins bien. Donc cette photo qui est un petit peu un accident, c'est celle qui fonctionne le mieux. Après, je pense que les accidents, ils peuvent être des indices sur des fils que tu as envie d'aller tirer de toute façon, quoi. Cette histoire du flou, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai tellement fait d'images nettes en recherchant, tu vois, vraiment toujours la netteté. J'envisageais pas une photo pas nette, que ce soit le mouvement ou la profondeur de champ. Alors qu'avec mon style, ça s'y prête assez bien. Et je pense qu'aussi la transition, le fait d'avoir commencé à faire des cyanotypes, ça m'amène aussi vers quelque chose de plus libre dans ce sens-là aussi, quoi. Alors le cyanotype, c'est un procédé de tirage par contact. C'est un procédé ancien, c'est un des premiers procédés photographiques. Et sa première utilisation, ça a été en botanique. Donc c'est Anna Atkins qui a fait tout un travail de botanique pour faire des empreintes des spécimens naturels qu'elle trouvait. Et donc ça fonctionne, en fait c'est un papier ou un tissu qu'on imbibe d'un produit qui est photosensible. Et après on met l'objet, donc on peut faire soit un photogramme en mettant un objet, une plante, etc. Soit une photographie en créant un négatif. Donc on met directement sur le tissu ou le papier imbibé du produit qui a séché. Et on expose au soleil. Et donc c'est l'exposition au soleil qui donne l'empreinte. Et après c'est un procédé qui se développe à l'eau. Donc c'est très facile d'utilisation, c'est très abordable, c'est pas toxique. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce processus-là, au point d'en faire carrément une série entière Alors c'est une rencontre que j'ai faite avec une photographe qui s'appelle Mélanie Jeannefray, que j'ai rencontrée à un festival photo à Caracas. Et juste en discutant avec elle, elle regarde un peu mes images et me dit « Tu sais, je pense que les procédés anciens et les cyanotypes, ça te plairait vachement. » J'ai eu un bon feeling et je me suis dit « Écoute, je vais apprendre, quoi. » Donc j'ai fait un stage avec elle, juste un week-end. Et j'ai appris ce procédé. Et effectivement, j'ai tout de suite accroché. Et il se trouve aussi que c'était avant mon deuxième confinement strict, pendant la période Covid, parce que j'en ai fait 3. Et donc je voyais le coup venir qu'on allait être reconfiné. Et pour l'avoir fait une première fois, et ça va quand même, bon, comme tout le monde était pas toujours facile, je me suis dit, il me faut absolument un truc à faire. Et donc j'ai eu l'instinct, j'ai tout acheté pour pouvoir faire des cyanotypes. Et 2 jours après avoir tout reçu, confinement strict. Et donc voilà. Et donc ça a été un projet à la base un peu pour m'occuper, pour passer le temps et un petit peu la solitude du confinement. J'étais confinée toute seule. Et puis j'ai fait des images. Je suis allée chercher des images d'archives. J'ai commencé à faire des autoportraits, ce que j'avais jamais fait. J'ai fait des natures mortes. Et j'ai produit beaucoup parce que j'avais envie de faire. Et j'adorais ce côté très tactile, tu vois, d'étaler au pinceau ton produit, le son que ça fait. Enfin, il y a vraiment un côté très, très tactile, très sensoriel, très sensuel aussi, que je trouvais vraiment super. Et donc j'ai commencé à faire des piles et des piles et des piles de cyanotypes. Et puis il y a une série qui s'est dessinée un peu toute seule. Justement, j'aime bien parler de ça avec ceux qui le font. C'est quoi ton rapport à ça, justement, quand tu as une série, le fait de la soumettre à des concours, à des reviews de portfolio et tout? Je pense que c'est bien de le faire, je pense que c'est important. Il faut juste être assez clair avec soi-même sur quel est le but pourquoi est-ce qu'on envoie une série quelque part, pour aussi pas être déçu du résultat, parce que ça reste des concours, donc c'est quand même pas... Il y a plus de chances qu'on gagne rien que de gagner quelque chose. Ce que je trouve très utile dans tout le processus d'envoyer à des concours ou de faire des lectures de portfolio, c'est tout le travail préparatoire, en fait. Parce qu'après, voilà, on sait pas, une fois qu'on a envoyé, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est pas dans tes mains, quoi. Mais par contre, tout le travail préparatoire qui est de construire une série, de faire un editing, de séquencer aussi,
parce que c'est important. D'écrire un texte, voilà, de réfléchir à ce qu'on a voulu faire, pourquoi, comment. Tout ce travail-là, il est hyper important. Et si le concours ou la lecture de portfolio, c'est une excuse pour faire ça, bah c'est génial, quoi. Et ce travail-là, c'est bien de ne pas le faire tout seul aussi, d'avoir un regard externe. Est-ce que c'est introspectif sur toi quand tu prends des photos? Ouais, un petit peu, ça me permet de mieux comprendre, ça permet aussi de comprendre, tu parlais tout à l'heure de la photographie comme un langage. On sait parfois ce qu'on a voulu dire, on ne sait pas forcément comment c'est reçu de l'autre côté, et c'est important d'avoir ça aussi, de dire, bah voilà, moi je vois cette série dans cet état, elle me procure tel effet. Voilà, c'est personnel, mais est-ce que c'est l'effet que tu veux montrer? Est-ce que... Et voilà, ça permet de dire, bah, peut-être que c'est trop sombre, peut-être que... On parlait tout à l'heure de communauté, le fait de faire cet exercice-là, de faire des concours de lecture de portfolio, etc., et d'en discuter avec des gens, ça permet aussi de construire ta communauté. Enfin, Le résultat est quand même important pour toi, du coup, ou c'est secondaire? bah, ça fait plaisir, mais bon, quand tu gagnes un concours, ça fait plaisir. S'il y a un prix, c'est cool. Mais je pense qu'il faut pas... Je le fais moi aussi parce que j'ai moins l'envie, moins le besoin. Je pense que ça peut être hyper encourageant aussi. Mais bon, ça t'amène qu'à un certain point. C'est pas... Il faut un peu d'autre chose, quoi. Donc je fais plus trop les concours. Par contre, ce qui est lecture de portfolio, etc., ça me plaît toujours d'échanger avec quelqu'un autour de mon travail. Ça, je trouve que c'est chouette. Tu ferais des photos si tu pouvais jamais les montrer aux autres? Si c'était que pour toi tout le temps? Tu le ferais quand même? Oui. Bah, déjà, le fait que je partage vraiment une petite partie des photos que je fais, je pense que c'est... Tu vois, ça répond à 2 critères. Le premier qui est que je fais ces photos, c'est évidemment, je suis contente qu'elles trouvent un public, qu'elles parlent aux gens, qu'elles puissent, je sais pas, émouvoir. Je sais pas trop ce que les gens faire sourire, parce que j'ai quand même pas mal de photos qui sont sympas, qui ont de l'humour, etc. Donc bien sûr, j'ai envie qu'elles touchent les gens, mais oui, je ferai des photos. Je ferai des photos toute seule dans mon coin. Dans tous les cas, il y en a beaucoup que je montre pas, aussi parce que je suis très très dure avec moi-même, très exigeante sur la barre. Qu'est-ce qu'une photo qui est digne d'être montrée, etc., quoi. En fait, Epic, j'ai connu la revue parce que j'ai été publiée dans un numéro d'Epic, dans le numéro 4, avec cette série sur Valparaiso. Sauf que moi, professionnellement, ce que j'ai toujours fait à côté, c'est de la gestion de projets culturels ou autre. Mais voilà, je suis très organisée, j'aime bien les beaux tableaux Excel, etc. Mais je cherchais à revenir en France, à me réinstaller en France. Et je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour la revue qui est vraiment trop belle, quoi. Et j'ai senti que, tu vois, c'était une petite équipe. J'ai toujours travaillé dans des petites équipes où il faut savoir être un peu couteau suisse, et j'adore ça. Et donc, j'aurais dit, bah voilà, moi, je me réinstalle en France. Quand je fais pas des photos, en fait, je fais ça. Et j'écris aussi. Peut-être que, voilà, si un jour l'équipe s'agrandit, ça m'intéresse. Ils m'ont dit, bah nous aussi. Donc, bienvenue. Donc, je suis partie du Chili. J'avais déjà le boulot, quoi. Déjà, je présentais un petit peu la revue Epic, qui est donc une revue trimestrielle de photographie documentaire photo de rue. Et donc, tous les trimestres, Epic publie principalement 4 grands récits photos, qui sont sur 30 pages chacun. Donc, c'est vraiment un format large de portfolio qui permet vraiment de dérouler une histoire. Donc, ça se prête assez naturellement à des projets au long cours. Donc c'est un peu c'est un peu ce que recherche Epic, ça va être des projets au long cours, détachés de l'actualité immédiate. C'est vrai que ça a toujours fait partie de l'ADN de la revue, mais qui peuvent être au coin de la rue comme à l'autre bout du monde. Et les photographes publiés, ils ont travaillé des mois, en général des mois, voire des années sur leurs projets. Je crois que notre record, c'était Julia Bayer, qui est une photographe allemande. Le portfolio qu'on a publié était sur 20 ans. Donc c'était 20 ans de piscine. Ouais, elle a fait plusieurs livres de ce projet, mais en fait, c'est quelqu'un qui adore l'eau, l'élément de l'eau.
et qui, depuis ses études, photographie les piscines, les bains publics, les plages, etc. Et donc on a publié ce portfolio qui se déroulait sur 20 ans. Et pour ce qui est de trouver des photographes, c'est vraiment un mélange. On a un comité éditorial de professionnels de la photo, qu'ils soient photographes ou consultants, éditeurs, etc. Et donc ce comité éditorial est toujours un peu à l'affût de sujets à proposer pour la revue, de sujets qui correspondent à l'ADN de la revue. Et en parallèle, on reçoit aussi des propositions spontanées. Il y a une page sur le site où les gens peuvent envoyer des propositions. Et voilà, après c'est un travail le comité éditorial se réunit, présente leur sujet, défend leur sujet. Alors moi, j'étais directrice des opérations. Donc, je faisais beaucoup de choses différentes. Que ce soit, j'étais journaliste aussi, donc je faisais les interviews aussi pour Epic. J'écrivais dans le magazine. Je fais partie du comité éditorial. Donc je proposais des sujets, j'étais aussi à l'affût des sujets, etc. Ça, c'est pour la partie plus créa. C'était une petite partie de mon rôle, ouais. Et sinon, après, c'était tout ce qui était gestion administrative, opérationnelle, gestion de projet, donc le rétro-planning d'Epic, toutes les étapes pour que le magazine il arrive du point A au point B, que les choses sortent à l'heure. On était 3, tu vois, à temps plein, donc il faut faire un peu de tout, et c'est ça qui est stimulant aussi, c'est que tu vois le projet de A à Z. Et comme un boulot où tu fais la même chose toute la journée, ça, je pense que ça m'ennuierait assez profondément. Donc j'étais à temps plein pendant 2 ans et demi avec Epic. Et là, je suis partie fin juillet parce que je cherche un autre équilibre. Tu es sur un autre projet maintenant Je voulais déjà refaire de la photo. Donc merci pour l'opportunité qui avait le timing parfait. Ça, c'était magique. Je voudrais faire de la photo, je voudrais continuer à écrire aussi. Donc que ce soit des piges pour des magazines ou accompagner des photographes aussi qui ont besoin d'écrire un texte, qui ont besoin d'accoucher d'un texte. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait aussi et que j'aime beaucoup. Donc tout ce travail-là, en fait, me plaît beaucoup. Et puis après, de la gestion de projet éditorial ou culturel, c'est vraiment... J'ai toujours eu des phases où j'étais plus ou moins créative, plus ou moins impliquée dans la photo. Donc je ne m'inquiète pas forcément d'avoir des moments de creux, parce que je pense qu'ils sont naturels et aussi importants pour avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies, etc. Mais voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas refait vraiment de photos. J'avais fait une résidence artistique d'1 semaine, un été. Ça m'avait remis un peu le goût, mais voilà, faute de... je sais pas, de disponibilité, de un peu de temps et beaucoup aussi d'esprit, je refaisais pas de photos. J'avais aussi moins envie de faire de la photo de rue parce que j'avais commencé ce projet de cyanotype et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Mais il faut aussi quand même un petit setup que j'ai pas à Paris, quoi. Donc ouais, j'avais un peu mis ça de côté et puis ça a commencé à me travailler, quoi. Pendant 2 ans et demi, tu sortais plus avec un appareil quand tu sortais dans la rue ? Non. C'est vraiment la première fois que j'ai fait de la photo de rue à Paris, alors que ça fait 2 ans et demi que j'habite ici. Enfin, je l'ai fait un peu, tu vois, mais ça marchait pas, ça cliquait pas. Je me disais, en fait, je suis pas inspirée par Paris. Et en fait, mais c'est pas vrai du tout, quoi. Enfin, j'ai passé tellement de temps à dire qu'on peut trouver de l'inspiration partout, et je me réfugiais derrière peut-être que Paris, ça m'inspire pas. Donc non, il y avait vraiment un truc où j'avais pas retrouvé l'envie, l'instinct. Puis c'est aussi, plus on fait de la photo, plus on voit des photos. Donc quand on s'est arrêté pendant un moment, c'est aussi compliqué de s'y remettre. C'est vraiment des pratiques qui ont besoin d'être, si ce n'est quotidienne, au moins fréquentes. C'est quelque chose aussi dont je parle beaucoup avec ma sœur qui écrit. Plus on écrit, plus ça vient. Donc avoir une pratique qui est régulière, c'est aussi important. Mais quand on a arrêté un moment, ça peut être compliqué de retrouver un peu le flow, l'inspiration. Et par contre, quand on est dedans, d'un coup, il y a des images partout, il y a de l'inspiration partout. Tout est matière A. C'est quand même un sentiment assez spécial de te promener dans le monde avec un appareil photo et d'un coup de voir
de voir plein de choses, de moments un peu poétiques qui étaient là en fait et que tu regardais plus du tout. Tu les voyais plus, tous ces moments-là? Non, je les voyais plus. Et je me souviens qu'au début, quand je faisais de la photo, j'étais, comme je pense beaucoup de nous, frustrée quand je ratais une photo, quand j'avais pas eu le moment, etc. Et ça a pas mal changé, ce côté-là, où tu vois, tu sors, t'as pas ton appareil et t'es là. Oh, là, il y avait une photo, je l'ai pas eue. Et avec le temps, mon ressenti, il a beaucoup changé. Et maintenant, je suis contente d'avoir remarqué quelque chose, que j'ai pris la photo ou pas. Je me dis, c'est quand même... la photo, pour ça, c'est génial, parce que ça te permet de remarquer les choses que tu verrais pas sinon, quoi. C'est vraiment une éducation au regard, un art de l'observation, et ça, tu le gardes avec toi. Que tu prennes la photo ou que tu rates la photo, c'est quand même ça le cœur de ce qu'on fait, quoi.